Bonjour Lina. Bonjour. Alors, on va commencer donc la séance. Est-ce que tu as, parce que tu m'as dit que tu voulais travailler sur un élément par rapport à ton devoir. Tu as un devoir bientôt prévu. Donc, qu'est-ce que tu aimerais voir en réalité? C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. D'accord. Alors, la semaine dernière, on a travaillé sur plusieurs points. Mais Mhm. on avait travaillé aussi sur le management des organisations. Donc, tu souhaites continuer là-dessus? Oui, exactement. D'accord. Alors, on va faire des révisions. Donc, je vais te projeter le diaporama. Alors, attends, bouge pas. Voilà. Alors, on y va. Donc, on avait vu la semaine dernière plusieurs points, notamment l'intérêt et- d'organiser l'action collective. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi est-il nécessaire de l'organiser, cette action collective? Alors l'action collective, déjà, c'est un groupe d'individus qui se regroupent pour atteindre un objectif. Donc, c'est plus efficace que si on le fait tout seul. Effectivement. Et ensuite, Euh, c'est tout, je pense. alors, qu'est-ce que tu peux me dire maintenant par rapport aux conséquences de l'action collective? Aux conséquences, euh, alors déjà, ça impacte bien parce que du coup, on peut répartir les tâches entre plusieurs personnes. Euh, Ça peut créer des conflits, donc ça peut aussi être négatif. Euh, c'est Alors, c'est tout. Alors effectivement, ça peut déboucher sur des conflits, mais cette action collective va favoriser la prise de décision et la motivation des membres du groupe, puisque on part du principe que dans un groupe organisé, en l'occurrence celui d'une organisation économique à but lucratif, la définition des rôles de manière précise et la fixation d'objectifs de performance clairs va permettre à chacun de contribuer à la réussite du projet d'action collective. Donc tout cela va venir renforcer la cohésion, l'engagement des participants et de manière indirecte la réalisation ou non du but du dessin qui est la consécration de l'action collective. Donc en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire et dont l'organisation est importante, puisque si l'action collective n'est pas organisée, on ne peut pas arriver à un résultat satisfaisant dans lequel le groupe d'individus va pouvoir se coordonner pour atteindre un objectif commun. Donc si il n'y a pas d'organisation, si ça se passe de manière tout à fait difforme, bon, on va pas arriver à quoi que ce soit. Bon. Mhm. Est-ce que ça, c'est quelque chose de clair? Oui. Alors maintenant, on avait vu également la semaine dernière la manière d'appréhender la diversité des organisations. Donc la diversité des organisations, effectivement, elle peut être appréhendée en observant les caractéristiques Caractéristiques. principales. On avait également vu, et par rapport au statut juridique, je t'avais demandé, je crois, de m'en citer quelques-uns. Il y avait la SAS, Société par action simplifiée, la SARL, Société à responsabilité limitée, et pourquoi pas la SCI, Société civile immobilière. Et ces organisations-là, c'est un exemple, vont avoir une finalité. En l'occurrence, là, c'est des sociétés à but lucratif. Mais si c'est une association qui est régie par la loi 1901, qui n'a pas de but lucratif, qui est là pour défendre une cause, un mouvement, eh ben, le mode de fonctionnement en interne ne va pas être le même. Bon, ça a Mhm. des conséquences. Ensuite, une organisation, elle peut être à but lucratif. Donc, ça, une entreprise qui cherche à faire des profits, les maximiser, donc à dégager un bénéfice, ou elle peut être à but non lucratif. On peut avoir une organisation à but non lucratif. L'association, comme je viens de le dire, qui peut défendre un service, une cause. On avait vu ça. Alors, pour mieux saisir cette diversité, puisque
on est en plein dans la diversité, c'est relativement important d'analyser la manière dont chaque organisation est structurée et prend ses décisions. Donc, une grande entreprise possède une hiérarchie formelle, et plusieurs niveaux de décision, ce qui n'est pas le cas d'une start-up. Ça, faut aussi le prendre en compte. Mhm. Alors, maintenant, par rapport à cette diversité-là, bien évidemment, elle va venir obliger les acteurs économiques, les managers, à adapter, ou en tout cas à se positionner, à corréler leur mode de gestion en fonction du type d'organisation. Une entreprise à but lucratif ne va pas avoir le même mode d'organisation qu'une association loi 1900. C'est pas pareil, on n'est pas dans les mêmes buts. Bon. Il y a aussi l'intérêt du management des organisations. C'est que le management, pardon, le management des organisations dé- pardon, désigne l'ensemble des techniques et des pratiques mises en place pour piloter, coordonner l'action et optimiser le fonctionnement d'une organisation. Donc, ça peut être l'entreprise, ça peut être l'association, ça peut être une administration publique. Et donc, effectivement, on l'a vu la semaine dernière, il vient reposer sur des fonctions, sur des facteurs très important. La planification des objectifs, où on va, d'où on vient, l'organisation des ressources, combien on en a et combien on en veut, et la direction des équipes, où on veut les amener et dans quel but. Et ça va se corréler à un but. Ce but de management organisé va permettre d'assurer une certaine efficacité. Cette efficacité-là, elle va déboucher sur la performance de l'organisation, qu'elle soit à but lucratif pas, tout en s'adaptant à l'environnement. Voilà, je t'avais demandé la semaine dernière de me définir ce qui est l'environnement d'une organisation. Qu'est-ce que c'est, Lina, l'environnement d'une organisation? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, il y en a plusieurs. Enfin, plusieurs, il y en a deux. Effectivement, il y en a deux. Est-ce que tu peux me les rappeler? Alors, il y a le management, celui qui est dirigé par le chef de l'entreprise. C'est pardon, le management. euh, je l'ai, attendez 2 secondes. Je t'en prie, Lina. Alors, est-ce que tu as une idée? Je sais ce que c'est, mais j'ai oublié le mot. J'arrive pas à m'en rappeler. Bah, Euh, essaie de t'en rappeler parce que ce que tu disais était intéressant. c'est le management. Purée, attendez 2 secondes. Bon, en tout cas, il y a le management opérationnel et le management qui est stratégique. Voilà, management stratégique. Eh bien, c'est ça, c'est le management stratégique. Et Du coup, oui, alors du coup, il est pris en charge par le chef d'entreprise. Et la plupart du temps, c'est une très très grande décision qui peut complètement changer l'entreprise. C'est pour ça qu'elle est prise par le chef. Et ben, on peut pas retourner en arrière après l'avoir prise. oui, c'est ça, Lina. C'est que ce management-là des organisations, il va avoir un but qui est de pouvoir, si tu veux, mettre un terme au flou. C'est que le flou dans une organisation, va avoir un risque imminent de mettre l'organisation en difficulté. Donc tu as raison. Le type de management, c'est l'efficacité, la performance. Voilà. C'est pas autre chose. Donc dans une entreprise, c'est simple, c'est rentabilité, croissance. Administration publique, c'est améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Ça peut être... Est-ce que tu as des exemples d'ailleurs? Comment on peut améliorer la qualité du service rendu aux citoyens? Pardon, vous avez... Ça a bugué. Ah, je disais, comment peut-on améliorer la qualité du service rendu aux citoyens? Comment l'État peut améliorer le quotidien des habitants? Bah, ça dépend. Mais ça dépend. Mais comment il le fait?
Euh, Prends un exemple que tu connais. Je veux dire, si maintenant au Maroc, il y a des exemples d'initiatives par l'administration publique pour améliorer la qualité du service rendu aux citoyens marocains, bah, donne-moi l'exemple. par exemple, on peut parler des écoles publiques. Oui, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les écoles publiques? Bah, c'est pris en charge par l'État, du coup. Oui, mais tu as raison, mais regarde, je vais te donner un exemple. Au Maroc, si je ne m'abuse, tu me dis si je me trompe, il y a des écoquartiers. Tu sais ce que c'est un écoquartier? Lina, t'es là? Non. Oui, j'ai dit non. Ah non, ok, bah, un écoquartier, c'est un quartier environnemental, je veux dire, qui respecte certaines normes environnementales. Ça s'est beaucoup développé à Marrakech, notamment avec le boom immobilier qui est en train de connaître Marrakech depuis environ 2 ans. Donc, on a développé tout un tas, toute une panoplie d'écoquartiers faits avec des matériaux intéressants et respectant certaines normes. Et on a rendu ces écoquartiers-là assez accessibles à une catégorie de primo-accédants. C'est ce que c'est les primo-accédants ou pas? Non. Primo-accédants, bah, c'est en gros les gens qui ne sont pas propriétaires, tu vois, qui vont devenir propriétaires euh, tout doucement et donc qui vont pouvoir pour, qui vont pouvoir y accéder, tu vois. Mhm, d'accord. Donc, c'est des gens qui n'ont pas encore de, de- de Propriété. logement, si tu veux, qui sont pas encore propriétaires. Bon, et ça, c'est intéressant à mettre en valeur. Voilà, ça peut être un exemple au Maroc. Bon. Alors maintenant, j'avance. Comment le management permet-il de répondre au changement de l'environnement? Ça aussi, on l'a vu. Il faut toujours revoir les éléments. Le management euh, permet de répondre au changement de l'environnement en adaptant la stratégie et l'organisation interne de l'entreprise ou de toute autre structure. Donc l'environnement d'une organisation évolue en permanence sous l'effet de divers facteurs, comme les avancées technologiques, la concurrence, les évolutions législatives ou les attentes des consommateurs. Est-ce que tu comprends pourquoi le management permet de répondre au changement de l'environnement? Oui. Alors, donne-moi un exemple. Bah, par exemple, on va dire par exemple une organisation Mais qui collabore. laquelle? Quel Pas, type? pas forcément une organisation, plutôt une entreprise qui collabore avec C'est une c'est organisation. lucratif ou pas? C'est lucratif ou pas, ton exemple? Oui, une entreprise à but lucratif qui D'accord. collabore avec une organisation qui est du coup publique à but non lucratif. D'accord. Euh, Ça peut être une organisation qui défend des causes par rapport au changement de l'environnement. Donc, c'est tout. Oui, alors effectivement, Lina, c'est juste, hein. Donc c'est l'exemple qu'on peut tout à fait donner. Donc ça va être ça en réalité, ça va être la manière dont les changements de l'organisation vont avoir un effet sur l'environnement. Donc est-ce que maintenant tu as un exemple d'entreprise comme ça que tu connais et dont le management peut répondre Euh, au changement de l'environnement? alors, j'en ai pas forcément en tête. Bah, par exemple, je peux donner un exemple sur mon école. Par Oui, tu exemple, peux donner un exemple. Le CVL, du coup, qui est là, le conseil, pardon. Le conseil de la vie lycéenne. Bon, je pense que vous avez ça aussi en France. On collabore avec une association qui s'appelle les Enfants de la Lune. Donc, Oui. ils, ils font en sorte c'est une association, du coup, qui finance les Enfants de la Lune. C'est une maladie je sais pas si vous connaissez. Non, mais je t'écoute, hein, mais je pense que ça me dit un truc. Elle finance quoi, l'organisation? Elle finance tout ce qui est matériel pour les enfants de la Lune. Les enfants de la Lune? Oui. Alors, ça me dit un truc, les enfants de la Lune. Tu peux m'expliquer encore? Ouais. Bon, de ce que moi j'ai compris, ils peuvent pas s'exposer au soleil. Ils peuvent fondre au contact du soleil. C'est-à-dire Fondre, hein, que, c'est pas des. Tu penses vraiment qu'ils peuvent fondre? bon, pas fondre, mais Ils, pe- bon, ils- vous ils m'avez peuvent. compris. Ouais, non, j'ai compris. Non, d'accord.
ils peuvent avoir des problèmes de peau. Bon. Et comment ça, pour toi, illustre-t-il ce qu'on vient de dire par rapport au fait que ça va pouvoir avoir des effets sur sur l'environnement? Parce que là, ces petits jeunes dont tu me parles, c'est bien triste ce qui leur arrive, mais c'est pas une conséquence de l'environnement aussi. Euh, j'ai pas vraiment trouvé d'exemple avec l'environnement, du coup j'ai essayé de donner un exemple avec ce que j'ai dit avant. D'accord, bon bah on peut mettre un. C'est bien ce que tu as dit. Bon bah on va le garder, hein. Ok, bon bah c'est bien. Alors sur l'environnement maintenant d'une organisation, bien sûr, il évolue en permanence sous l'effet de divers facteurs. Donc ça va être par exemple les avancées technologiques, la concurrence, les évolutions législatives ou les attentes des consommateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait prendre en compte. Bon. Maintenant, un point, c'est la notion de veille stratégique. Dire, par exemple, toi, tu es une étudiante. Si tu es une étudiante un minimum réveillée, normalement, tu dois regarder un peu ce qui se fait au niveau des évolutions de ce qui peut se passer à l'intérieur de ton école. D'accord? Surveiller un petit peu les opportunités professionnelles. Bon, bah là, c'est pareil. C'est qu'en fait, on va surveiller en mettant une veille ce qui se fait au niveau des évolutions. Donc pour ajuster les décisions en conséquence. Bon. Et maintenant, par rapport au management, bien évidemment, il favorise la flexibilité et l'innovation. C'est que si tu as un management qui est bien construit, on va pouvoir permettre à celui-ci d'avoir une organisation qui va rester compétitive par rapport aux changements. Ça peut être des changements économiques, ça peut être des changements affectant le marché, affectant les consommateurs, ceux qui ont l'offre, etc., etc. Par exemple, qu'est-ce que tu souhaites faire après ton parcours là, dans ton école? Alors honnêtement, je sais pas trop, mais je pense que j'irai dans une école de commerce. En France ou au Maroc? En Espagne. En Espagne. Bon, bah, très bien. Alors, bah, tu vois, dans l'école de commerce où tu iras, je sais pas moi, admettons à Madrid, eh bah, si tu vas là-bas, bah, tu verras que c'est devenu un hub. Tu sais ce que c'est un hub ou pas? Je vois ce que vous voulez dire dans le contexte. D'accord. Bah, c'est devenu un hub d'innovation, un hub d'inclusion de différents types d'innovation, différents types de management. Et c'est dans ces écoles de commerce-là, enfin, après ça dépend laquelle, mais c'est dans ces écoles de commerce-là que on va pouvoir former des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vont pouvoir ensuite, sur le marché du travail, avoir un management qui va pouvoir être adapté à ce qui est le marché aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un marché en constante évolution, avec des problématiques qu'il faut prendre en compte dans la recherche et développement, dans le RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc ça peut être quoi? Ça peut être la question de tout ce qui va être relatif aux violences sexistes et sexuelles, ça va être l'environnement, ça va être l'écologie, toutes ces problématiques-là. Donc ça, faut le prendre en compte dans un management. Bon. Et il faut aussi former les salariés à des nouvelles compétences. Bien maintenant, des salariés sur le marché du travail qui ne peuvent pas être en télétravail ou qui ne maîtrisent pas les outils informatiques, c'est plus possible. C'était possible il y a 10 ans. Maintenant, c'est impossible. Tu peux plus. Si tu ne maîtrises pas ces outils-là, sur le marché du travail, maintenant, tu es, quasiment condamné à rester soit dans ta région, soit dans le secteur dans lequel tu es. Donc, la mobilité sociale, elle est freinée par ça aussi. Et donc, les managers ont un rôle de formation. Notamment le compte CPF. Est-ce que tu sais ce que c'est le compte CPF? Non, Ce n'est pas le compte formation. non. Alors, le compte formation, c'est un compte où il y a de l'argent, hein, et qui est constitué par les employeurs et qui est mis à disposition des individus en début d'année. Chaque début d'année civile. Est-ce que, par exemple, tu as travaillé l'année dernière? Travailler, c'est-à-dire... Travailler au sens travailler, pas étudier, travailler.
Non, j'ai pas travaillé. D'accord. Bah, tu vois, ceux qui avaient travaillé, bah, là, en début d'année, il y a à peu près un mois, bah, ils ont reçu de l'argent dans ce compte-là, qui est un compte formation. Ils ne peuvent pas utiliser l'argent, je veux dire, ils ne peuvent pas s'acheter des trucs avec, ils peuvent que se former. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que les entreprises mettent en place. Le CPF, le compte professionnel de formation. Bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors maintenant, par rapport à la stratégie, ça aussi on l'a vu la dernière fois, mais ça, tu l'avais un peu mal comprise, donc on va revoir ça. Alors la stratégie, bien sûr, il faut qu'elle soit cohérente, réaliste et évolutive. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est l'ensemble des décisions et des actions prises par une organisation pour atteindre ses objectifs à long terme, en tenant compte de son environnement. Elle consiste à quoi? À analyser les forces, les faiblesses de l'organisation, identifier les opportunités, les menaces du marché et surtout définir un plan. Il nous faut un plan d'action adapté à ces éléments-là et une bonne stratégie permet à une entreprise de se démarquer de la concurrence. Donc là, effectivement, tu me l'avais rappelé la dernière fois, tu m'avais donné un exemple. Je pense que ça, c'était compris. Mais de manière générale, est-ce que tu peux me donner un exemple de stratégie sur la fixation des prix? Une stratégie sur la fixation des prix. Ouais, Euh, j'ai pas d'idée, honnêtement. t'as pas d'idée. Alors, la fixation des prix, moi, je te donne un exemple. Tu connais Lidl? Oui, Bon. Bah, Lidl ou Aldi, est-ce que tu connais aussi Aldi? oui, oui, je connais. Bon. Alors, Lidl et Aldi et toutes ces entreprises-là, Action et compagnie, c'est des entreprises qui travaillent uniquement sur ce point-là, sur le point de la stratégie relative à la fixation des prix. Tu rentres dans un Aldi, tu rentres dans un Lidl, on te bombarde de promos, etc. Il y a des promotions sur tout et n'importe quoi. Tu as des croissants, des pains au chocolat qui valent pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est fait pour pousser à la consommation un public qui déjà n'a pas beaucoup d'argent, et donc ça permet d'avoir un espèce de fonds de commerce, d'avoir une clientèle par rapport à cette fixation des prix-là. Et si tu remarques bien, Aldi et Lidl, à part quelques produits, oui, le pain, etc., ils sont peut-être un peu moins chers qu'en boulangerie, mais qui sont pas si bons en réalité, le reste est à des prix, voire autant, voire même plus parfois que dans des supermarchés type Carrefour ou Monoprix. Voilà. C'est que ça, c'est une réalité. C'est qu'en fait, c'est un attrape. C'est pas un attrape touriste, c'est un attrape économiste. C'est les gens qui cherchent à faire des économies vont dans les Aldi et Lidl. Mais en réalité, comme tout n'est pas très cher, bah, on pousse le public à prendre des quantités, des quantités, des quantités. Alors qu'en réalité, dans un Monoprix, on aurait eu peut-être pour 30 euros, 35 euros, avec un panier de courses peut-être un peu plus inférieur, c'est vrai, mais qui aurait duré dans le temps et qui aurait été avec une plus grande qualité. Donc la fixation des prix dans le domaine alimentaire, c'est quelque chose de super important. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, Alors maintenant, par rapport à l'offensive défensive. Alors là, on l'avait vu aussi ensemble, mais ça, je ne sais pas si c'était bien saisi. La stratégie, elle peut viser à conquérir des parts de marché. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Tu prends l'exemple de Superprof, qui est donc le leader en matière de cours particuliers. Superprof est le numéro un. Bon, maintenant, il y a des entreprises comme les Sherpa, comme Academia, comme d'autres entreprises comme ça de ce secteur-là des cours particuliers, qui essayent de manger un petit peu des parts de marché à Superprof, bon, qui pèsent entre autres 40 millions d'euros en termes de chiffres lissés sur l'année 2024. Donc, on essaye un petit peu de gratter des parts de marché dans un secteur qui relève du monopole, exclut quasiment, il y a 90%. Le reste, c'est les 10%, les entreprises qui font des cours. Et du coup, on fait des campagnes de pub. Je prends un exemple. Les Sherpa, une entreprise spécialisée en éducation en ligne, a fait une campagne de pub à Paris pour environ 1 million d'euros. 1 million d'euros cramés dans des publicités dans le métro parisien. Parce qu'ils essayent tant bien que mal de concurrencer Superprof et de prendre des parts de marché. Mais il y a d'autres exemples. On pourrait prendre un exemple relatif
à Bershka et Zara, qui se Mhm. concurrencent entre eux. Bon. Alors, maintenant, est-ce que tu as un exemple de stratégie défensive? C'est-à-dire défensive pour ne pas être Alors, défensif, ça va être protéger l'entreprise face aux menaces extérieures. Est-ce que tu as un exemple de menace extérieure? ben, les concurrents. Alors oui, mais quel type de concurrent? Euh, quel type de concurrent? Ben, je sais pas. Ben, les Alors, concurrents ceux qui vendent les mêmes services ou les mêmes biens que l'entreprise. effectivement, donc ça va être ce genre-là de concurrent, mais la stratégie, elle va être défensive. Car en réalité, on va chercher, si tu veux, à développer une certaine capacité à aller chercher, à aller protéger des parts de marché. Donc on va se défendre en réalité. On va se défendre face aux menaces extérieures, ça va être les concurrents, ça va être l'imposition, parfois. C'est que la fiscalité en elle-même est une menace, peut-être pas forcément extérieure, mais c'est une menace intérieure. Est-ce que tu as un exemple de société ou de secteur qui fait face à ce genre de problématique-là, problématique fiscale? Par exemple, McDonald's et Burger King. Ouais, c'était les exemples que je t'avais donnés. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec Burger King et McDonald's? Ah bah, c'est très très compliqué, c'est très serré entre eux. Ouais, c'est très sévère. Et pourquoi c'est sévère entre eux? Bah, parce qu'ils vendent presque les mêmes produits. Ça, ils vendent presque les mêmes produits, mais ils les vendent à des tarifs très très bas. Donc je veux dire, n'importe qui parfois préfère aller manger à McDo, ça détend, etc. Donc bon, donc oui, effectivement, il y a ce côté-là, c'est aussi le côté de la fixation des prix. Ces deux géants du fast-food américain se livrent ce qu'on appelle une guerre commerciale, hein, pour conquérir le marché du fast-food. Mais c'est un marché qui, de toute manière, est pas loin de non pas de se fissurer, mais il y a trop d'acteurs. C'est que même si McDonald's et Burger King sont en pole position, chaque année, il y a de nouveaux acteurs. Il y a les gens qui essayent de copier KFC, par exemple en version halal, puisque KFC ne pratique pas le halal, ou le kasher d'ailleurs. Et donc, en réalité, tu as des pays qui essayent de copier. Il y a ce qu'on appelle tu sais, les fameux F, FHC, c'est tout ce qui ressemble à KFC, mais qui n'est pas vraiment KFC. Et Mhm. ça va être des... Comment? Oui, oui. Ouais, ça va être des copies. Donc on peut avoir ces copies-là, mais c'est un exemple dans la restauration. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais en tout cas, je pense que tu as bien saisi l'enjeu. Alors, maintenant, on va faire un point sur Pestel, sur l'analyse Pestel. Et est-ce que tu peux me faire le QCM, là, comme ça, pour voir si tu t'en souviens? Oui. Alors. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? N'hésite pas si tu as besoin d'aide, je suis là pour ça. Euh, la première, Et ce serait la première, oui. C'est ça. L'analyse Pestel permet d'étudier les performances financières de l'entreprise. C'est super important. Très bien. Alors, maintenant, donc là, on avait fait des révisions la dernière fois, hein. On avait défini ce qu'était Pestel. Est-ce que tu t'en rappelles? Enfin, oui, un peu. alors, est-ce que tu peux rapidement m'expliquer ce qu'est Pestel? Euh, Sans regarder, hein. et- ben, c'est un outil pour pouvoir voir la performance financière d'entreprise. C'est ça. Et pourquoi cet outil-là va être intéressant dans le cadre d'une étude, par exemple, du développement d'une entreprise? Pourquoi c'est intéressant?
Pourquoi on a besoin d'outils comme ça, de Pestel, etc. Bah, parce que c'est important de voir la performance de son entreprise. C'est ce qui compte. Alors, c'est ce qui compte, effectivement, mais pourquoi ça compte plus qu'autre chose? Pourquoi Euh, la performance de l'entreprise mérite d'être étudiée et surtout pourquoi c'est quelque chose qui va pouvoir recourir à des outils comme ça d'analyse comme Pestel et comme tant d'autres, hein. Il n'y a pas que Pestel. Mais en quoi, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le management, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'innovation, pourquoi la performance, elle a besoin d'outils? Est-ce que tu as une idée? non. Alors, la performance, en réalité, elle a besoin d'outils parce que c'est quelque chose de primordial en réalité. Sans manière d'appréhender la performance, de manière fiable, on ne peut rien construire sur le long terme. On ne peut pas avoir de données, on ne peut pas avoir d'études, de statistiques. Et donc, on peut pas être dans une dynamique de croissance. Parce que qui dit croissance, dit surtout prise de conscience sur les risques postérieurs au moment même où on veut rentrer dans cette croissance-là et analyse de ce qui a été fait. Et donc, ça passe par ces outils-là. Bon. Alors maintenant, on va faire un point là, sur la deuxième partie du cours. Il nous reste 25 minutes. On va faire tout un tas de QCM sur le programme de STMG de première. Je veux voir un petit peu comment tu t'en sors. Parce que si tu veux, la prochaine semaine, on est en stage, je te le rappelle. On va essayer quand même de revoir un petit peu les choses dans leur globalité. Parce que là, ce chapitre-là, c'est un gros chapitre. On est dessus depuis un certain temps. Mais après, on va passer à d'autres chapitres. Donc, est-ce que tu as déjà des chapitres que tu aimerais bien travailler pendant le stage? Pour l'instant, il n'y a pas une spécificité, non. D'accord. Alors, là, on va faire un QCM. Tu as le choix. Soit on fait du management, soit on fait de l'économie. Du management. Alors, parfait, j'y vais. Alors, je vais te noter les questions et on va y aller. C'est super, il faut que je vois un petit peu comment tu t'en sors. Alors, QCM, j'y vais. Tac. Alors, on va faire sur tous les thèmes, hein, parce que je crois que ton premier thème, c'est les organisations et leur environnement, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je vais te poser la première question. Attends, ah, je te la prends. Ah. Alors, qu'est-ce qu'une organisation? Est-ce que c'est un groupe de personnes sans objectif commun, une entité structurée poursuivant un objectif commun, ou est-ce que c'est la C ou la D? B. Alors, bien, pourquoi c'est la B? Bah, parce que déjà, c'est pas forcément un groupe de personnes, la plupart du temps, c'est un groupe de personnes, mais ils ont un objectif. Alors, effectivement, ils ont un objectif, mais ça va être, par exemple, qu'est-ce qui va être leur objectif? Ça va être quoi, à ton avis? Euh, Bah, déjà, c'est un but non lucratif. Très bien. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est ça, ouais, ça va être à but, en l'occurrence, à une organisation, elle va être à but lucratif ici, et donc on va vouloir avoir des résultats plutôt rapides, des résultats concrets. C'est ça une organisation. Alors maintenant, deuxième question, quelle est la finalité principale d'une entreprise privée? Donc là, je vais te mettre la question et les éléments. Alors, est-ce que c'est la A, réaliser du profit? Est-ce que c'est la B, servir l'intérêt? Est-ce que c'est la C, être utile à ses salariés? Ou est-ce que c'est la D, produire sans chercher à vendre? Réaliser du profit. Alors, effectivement, c'est réaliser du profit. C'est ça, c'est le seul intérêt ici, ça va être réaliser du profit. Bien. Alors maintenant, autre question. Alors, je vais voir ce que je peux te donner. Alors, on va faire le thème 2, les parties prenantes. Alors, sur les parties prenantes, j'ai une question. Ça va être parmi les parties prenantes d'une entreprise, on trouve A, uniquement des actionnaires, B, les clients, salariés, fournisseurs et actionnaires, C, seulement les fournisseurs et les clients, D, les entreprises concurrentes.
Uniquement les actionnaires. Alors, pourquoi ça serait uniquement les actionnaires? Bah, parce que... Ah! Ah non, non, je pense que c'est les clients, salariés, fournisseurs et Ouais, ouais, c'est actionnaires. ça, c'est la B, bien, juste. Pourquoi t'avais dit uniquement les actionnaires au début? Parce que j'ai oublié qu'on... En fait, au début, je me disais que les fournisseurs, ça comptait pas dans les parties prenantes. Mais après, je me suis rappelé de... Bah, que Ouais, si. bah, les fournisseurs, c'est une partie prenante à 100%, donc c'est bien. Alors maintenant, une autre question, donc je te la prends. Alors, quelle partie prenante est considérée comme interne à l'organisation? Les clients, les fournisseurs, les salariés ou l'État? Les salariés. Juste. Et pourquoi c'est les salariés? Bah, parce que c'est eux qui travaillent à l'interne de l'organisation. Et donc, ils produisent quoi? Euh, Bah, le salaire, le Non, profit. le salaire, c'est ce qu'ils perçoivent. Eux, ils produisent quoi quand ils travaillent dans la Ils boîte? produisent, Ils bah, produisent de la richesse. oui. Voilà, bien. Ils produisent de la richesse et donc, en contrepartie de leur temps, on va les rémunérer. C'est ce qu'on appelle le salariat. Alors, un manager, là, c'est sur le thème 3, les styles de direction. Un manager qui prend toutes les décisions seul et impose ses choix à un style de direction participatif, laisser-faire, autoritaire ou consultatif. Euh, autoritaire, pardon. Ouais, c'est juste. Est-ce que tu as un exemple de cas où, et en plus on en a parlé, où on va avoir un management assez autoritaire? Bah, le management stratégique. Oui, mais un exemple de domaine, d'entreprise, où on va avoir beaucoup de management autoritaire. De management autoritaire. Bah, tu prends le domaine du fast-food. Je veux dire, à McDonald's, les managers sont souvent, parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils ils travaillent dans des conditions un peu difficiles, ils sont souvent dépassés par les événements et donc on recourt un petit peu à une forme d'autoritarisme. Donc ça peut être un exemple. Alors ensuite, quel style de management favorise le dialogue et l'implication des salariés dans la prise de décision? Alors je te mets la question. Alors, on y va. Alors, est-ce que c'est autoritaire, paternaliste, participatif ou directif? Euh, Participatif. Très bien. Pourquoi c'est participatif? Bah, parce que on fait participer les salariés dans la décision. Ouais, c'est ça. En fait, on fait participer les salariés, non pas dans la décision, mais à la prise de décision. Prise de Oui, décision, exactement. et c'est ce qui permet d'arriver à une décision qui semble en tout cas être collective. Et donc, ça serait une forme de management qui serait égalitaire, ou en tout cas qui s'apparenterait à l'égalité. Alors maintenant, thème 4, ça c'est important, justement, la prise de décision. Alors, la prise de décision. Là, j'ai une question, c'est une décision stratégique concerne A, le choix du fournisseur pour un produit, la fixation des salaires des employés, l'orientation à long terme de l'organisation ou la gestion quotidienne des stocks. Qu'est-ce que ça va être? Prends Euh, ton temps. Ben, soit c'est un peu de tout. Oui, c'est un peu tout, mais là, en l'occurrence, il y a qu'une bonne réponse. Qu'est-ce que ça va être à ton avis? Euh, Je te donne un indice, c'est ni la A, ni la D. c'est la C. Ah ouais, pourquoi c'est la C? Bah déjà parce que c'est pas que la fixation des salaires des employés, parce que normalement Ouais, là ça ne change pas, juste. et c'est pas une décision stratégique. Ouais. Et du coup l'orientation à long terme de l'organisation, bah ça oriente l'organisation. Oui, mais c'est ça, mais pourquoi une décision qu'on appelle stratégique, ça va être sur le long terme, ça va être l'organisation à long terme. Bah justement vu qu'elle est stratégique, elle est à long terme, parce que on peut pas retourner en arrière, c'est pas une stratégie qui part du jour au lendemain. C'est vrai, mais aussi parce que le long terme suppose
Comme tu le dis, c'est un temps long. Et donc, qui dit temps long dit résultat dans un temps long. Par exemple, là, tu prends des cours particuliers, c'est très bien, mais c'est un temps long. C'est qu'en fait, pour avoir les résultats, bah, ça prend un certain temps. Et donc là, c'est pareil. C'est qu'en réalité, une décision stratégique, ça va avoir un effet, bien sûr, mais sur l'orientation à long terme. Donc effectivement, c'était la réponse C. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les décisions tactiques. Décision tactique, là j'ai une question, c'est un petit peu sur la définition. Alors une décision tactique concerne A, l'achat de nouvelles machines, B, la définition des objectifs à long terme, C, l'organisation du travail quotidien, ou D, la fixation des horaires des salariés. Euh, euh, Honnêtement, je sais pas. Alors, en l'occurrence, là, essaye de réfléchir un petit peu. Une décision tactique, c'est quoi une décision tactique déjà? Justement, je sais pas, je me rappelle pas. Alors, tactique, euh, on pourrait dire que c'est un peu comme la stratégique, mais non. Tactique, en réalité, ça va ici avoir un but qui va être sur l'organisation des ressources. Hein, c'est ça la différence avec la stratégie. La stratégie, c'est plutôt sur l'organisation en réalité des salariés, de la masse salariale et donc sur le long terme. Tactique, ça va être sur les ressources. Donc si je te dis ressources, à ton avis, c'est quoi la bonne réponse? Ressources, alors c'est l'achat de nouvelles machines. Ouais, c'est ça. C'est la réponse A. En fait, les ressources, la décision tactique, elle va concerner, en l'occurrence, l'achat de nouvelles machines. C'est ce qui va pouvoir sortir un petit peu du lot. Alors, maintenant, thème 5, les structures organisationnelles. Alors, ici, on nous demande d'identifier, je te peux monter la question, bien évidemment, sur les... Qu'est-ce qu'une structure hiérarchique? C'est sur le thème 5, c'est les structures organisationnelles. Est-ce que ça, c'est un thème que tu as vu ou pas? Alors, j'aurais pas l'évaluation sur le 5. D'accord. On le voit quand même parce qu'au bac, tu vas y passer. Alors, une structure hiérarchique se caractérise par une absence totale de hiérarchie, une forte centralisation des décisions, une prise de décision collective à tous les niveaux, ou un management participatif obligatoire. À ton avis? Non, Comment? non, non, non. Attends, euh, je sais pas. Alors, là, justement, ça sera la réponse B. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une structure hiérarchique se caractérise par une forte centralisation des décisions. Tu vois, dans une société, c'est ce qu'on avait vu, rappelle-toi, avec la différence entre grande société, avec comité de direction, etc., et avec start-up. Une start-up, c'est-à-dire une jeune entreprise, en l'occurrence, la structure hiérarchique, eh ben, sur la prise de décision, elle est, si tu veux, à tous les niveaux. Là, c'est pas le cas. C'est qu'une structure hiérarchique, où il y a une hiérarchie, c'est un sommet de la pyramide, eh ben, on va avoir une forte centralisation des décisions. C'est que les décisions, elles vont se prendre, par exemple, si c'est une SAS, chez le président de la SAS qui va prendre les décisions. Maintenant, si c'est une autre forme d'organisation à but lucratif, ça peut être le comité de direction, ou le comité social, ou alors le conseil de direction. Bon, ça peut être ça. Alors maintenant, ou le conseil d'administration. Donc en réalité, c'est un élément à prendre en compte. Donc ça va être la forte centralisation des décisions. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Alors maintenant, une organisation en structure matricielle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu? Non. On n'a pas vu plus que ça, chapitre 5.
D'accord. Ok. Alors, je vais t'expliquer rapidement. Une structure matricielle, est-ce que ça se distingue par une hiérarchie linéaire sans interaction transversale, une combinaison de plusieurs structures fonctionnelles et projets, une absence de structure fixe ou une centralisation extrême des décisions? Alors là, du coup, je te donne la réponse parce que tu l'as pas forcément vu. C'est Mhm. une combinaison de plusieurs structures fonctionnelles et projets. Pourquoi? Parce qu'en fait, la structure matricielle, c'est qu'elle repose essentiellement sur un projet. S'il y a un projet défini, eh ben, on va pouvoir aller de manière assez directe sur celui-ci. Donc c'est ça qui va rentrer en ligne de compte. La structure matricielle, ça se distingue par une combinaison de plusieurs structures fonctionnelles et projets. Alors, maintenant, donc, je suis content sur ce QCM. Tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs, Lina. Ça Mhm. montre ton sérieux. Continuer ainsi. Là, sur les 10 dernières minutes, ce que je te propose, à part si tu souhaites faire autre chose, c'est de travailler la rédaction, toujours, mais cette fois-ci avec une question de ton choix. Donc, je te laisse me donner une question et après, on en fera un développement. Est-ce que tu as un point de cours qui te semble être mal compris? Euh, j'ai pas vraiment dit cette question, honnêtement. D'accord. Alors, je vais te donner une question dans ce cas-là. Alors, en l'occurrence, je vais te demander de rédiger un petit paragraphe argumenté d'environ 10 lignes maximum, hein, portant sur le thème 2, les parties prenantes. Tu l'as vu? Oui. Alors, je vais te demander, dans ce cas-là, de rédiger un petit point là-dessus. Je regarde ce que je peux te donner. Alors, attends. Je vais te demander une question argumentée de 10 lignes portant sur le chapitre des parties prenantes. Donc, on fera ça jusqu'à la fin de cours. Et dans le cas où tu n'aurais pas fini, bah, tu me l'enverras sur le groupe. Donc, la question argumentée, je te la note. Alors, là. Donc, en quoi la prise en compte des parties prenantes est-elle essentielle pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité d'une organisation? Je te la mets. Et moi, Mhm. ce que j'attends, c'est pas forcément une rédaction, c'est environ 10 lignes. C'est environ, c'est des éléments de réponse. Je te demanderai de me faire la distinction entre parties prenantes internes et externes. Je te demanderai également de me donner des exemples à chaque fois sur ces parties internes et externes. Et enfin, m'expliquer quelles sont les attentes que l'entreprise peut prendre en compte pour améliorer son image. Moi, je te demande de te pencher là-dessus jusqu'à la fin de la séance. D'accord. Je t'arrêterai à 58, comme ça on corrigera un peu ensemble quand même. Mhm. Ok.
Alors, Lina, je reviens vers toi par rapport. Donc, je vais te donner quelques éléments de réponse, du coup. Alors, Mhm. qu'est-ce que tu as pu trouver sur cette question? Ça va, j'ai pu un peu rédiger. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer les éléments sur le groupe? Que je puisse- Oui, je vous envoie le texte. Très bien. Alors, je regarderai tout ça. Alors, Mhm. moi, par rapport aux éléments de réponse, les parties prenantes, faut retenir que qu'elles soient internes, donc salariés, dirigeants, actionnaires ou externes, ça peut être les fournisseurs, l'État, les associations, les clients, elles jouent un rôle fondamental dans la réussite d'une organisation. Et donc, une entreprise qui prend en compte leurs attentes, en réalité, peut améliorer son image. Elle va pas, par exemple, fidéliser les clients, motiver les employés. Et par exemple, un management attentif aux salariés favorise leur engagement, leur productivité, ça s'est prouvé. Je veux dire, c'est des choses qui sont assez évidentes. Tandis qu'une bonne relation avec, par exemple, les fournisseurs garantit une meilleure qualité des produits ou des services. Donc, en réalité, et en conclusion, répondre aux attentes sociétales et environnementales des consommateurs renforce la réputation de l'entreprise. Donc, la gestion efficace des parties prenantes contribue non seulement à la rentabilité, mais aussi à la durabilité de l'organisation. Donc ça, c'est des éléments à prendre bien évidemment en compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les déposer là sur le document, le diaporama, et en milieu de soirée, je pense que j'enverrai le diaporama sur le groupe pour que tu puisses avoir les éléments et pouvoir t'y replonger avant notre prochaine séance. Mhm, d'accord. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu as des questions? Non. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je te dis à la semaine prochaine pour notre stage de révision. Et Mhm. donc, on fera un récapitulatif sur la plupart des chapitres. Si tu souhaites voir quelque chose en particulier pour le stage, je te laisserai me l'envoyer sur le groupe. Passe une bonne D'accord. soirée. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Merci.